Bonjour et bienvenue à ce lancement et aussi à une conférence qui, je l'espère, va vraiment vous intéresser, c'est-à-dire de partir en vacances, mais en priorisant son bien-être. Donc, avant de parler de la conférence, de vous la présenter, je voudrais vraiment vous parler de ce qui m'a amené à écrire ce livre-là, S'épanouir en milieu éducatif avec la psychopédagogie du bien-être. Je vous avoue que c'est un projet que j'ai pensé pendant plusieurs années et de par mon expertise, ça fait 15 ans que je travaille sur le bien-être dans mes études de cycle supérieur. Je suis devenue prof d'université, bien entendu, mais j'ai quand même là, 12 ans je pourrais dire, d'expérience dans les milieux comme enseignante au secondaire. Donc, pour moi, la question du bien-être au travail était vraiment primordiale parce que j'ai connu des hauts comme tout le monde et des fois des bas, mais au bout de la ligne, j'étais passionnée de ce que je faisais. Donc, j'ai commencé à m'intéresser vraiment au bien-être. Et on sait présentement que c'est difficile dans les milieux avec les couples, avec les conditions aussi de travail, avec les pénuries d'enseignants et de personnel éducatif. Mais je crois qu'il faut aussi avoir en tête qu'il y a des moyens collectivement et individuellement d'améliorer dans le fond notre ressenti, d'améliorer notre bien-être. Et le livre, c'est un peu ce qu'il va vous partager tout au long là, des 9 chapitres. Donc, c'est vraiment avec beaucoup de, comment je pourrais dire, de fierté parce que j'ai vraiment bâti ce livre-là aussi en m'inspirant des cours du programme cours en psychopédagogie du bien-être à l'UQTR. On a 5 cours et j'ai comme répertorié un survol des choses que l'on voit surtout dans le cours de fondement pour essayer de vous donner une certaine base concernant les concepts scientifiques reliés au bien-être, bien entendu. Donc, sans plus tarder, et avant de commencer la conférence, j'aimerais vraiment remercier certaines personnes qui, sans elles, n'auraient fait qu'il n'y aurait pas eu de livre finalement. Donc, premièrement, bien entendu, Septembre Éditeur, plus particulièrement Sabrina, Caroline et Lucie, qui ont été derrière moi tout au long de cette belle aventure-là, de ce beau projet-là, et qui sont encore là, bien entendu. Stéphane Martineau qui a écrit l'avant, donc le prologue. Donc, il a voulu présenter le livre. C'est un bon ami à moi. Caroline McCarthy qui a participé à 2 chapitres. Donc, le chapitre 6 et le chapitre 7 sur les émotions. Caroline Langlais qui est toujours derrière pour m'aider et m'inspirer aussi de ses idées parce que c'est une personne qui est très connectée avec le milieu. Coralie Beaumont, qui est l'une de mes étudiantes, qui nous a beaucoup aidés aussi. Et Chloé Frédéric Noël, qui est ma fille, qui a pris la photo derrière le livre et bien évidemment ma famille et mes amis qui me supportent dans mes projets de façon, je pourrais dire, depuis plusieurs années. Donc, on va parler vraiment de bien-être et on peut se poser la question à savoir comment on peut partir en vacances estivales en priorisant son bien-être. À cette époque-ci de l'année, c'est une année qui est, on est fatigué d'une certaine façon et on a comme, je pense vraiment hâte que ça termine. Mais l'idée ici de la conférence, c'est peut-être de vous donner quelques stratégies pour réussir à recharger les batteries, bien entendu, et profiter de cet été-là qui est devant vous parce que vous la méritez, bien entendu. Donc, si on fait un scan corporel de vous-même, un scan mental, quel est votre niveau de fatigue actuel au travail? Donc, il y a des personnes qui vont être encore très avec beaucoup d'énergie. Il y en a d'autres qui vont être plus fatiguées et ça, c'est totalement normal. On est, comme je disais, dans une période de l'année qui est très sollicitante. Les projets de fin d'année, les spectacles, les sorties. Donc, je crois qu'on mobilise le restant de l'énergie qu'on avait à réussir à clore cette année scolaire de bonne façon pour les élèves. Donc, c'est vraiment important d'avoir peut-être ce petit temps d'arrêt-là pour essayer de vraiment savoir,
situe où, par exemple, sur une échelle de 1 à 5, par exemple? Donc, la fatigue au travail, c'est vraiment une conséquence qui est multifactorielle. Donc, c'est normal que certaines personnes ressentent de la fatigue en fin d'année scolaire pour plusieurs raisons, notamment parce que tout au long de l'année, on a à s'adapter. On s'adapte à plusieurs situations qui arrivent et qui sont impondérables. On ne pouvait pas les prévoir à l'avance. Il y a aussi une diversité d'élèves qui va faire en sorte que les besoins sont nombreux et que vous devez des fois appliquer certaines stratégies pédagogiques différentes, donc faire de la différenciation. Et ça, des fois, ça prend du temps. Ensuite, il y a tout le stress et l'anxiété, et ça, souvent, selon les études, ça arrive à certains moments de l'année scolaire. Je pense, entre autres, là, le mois de novembre, qui est l'un des plus difficiles. Puis ensuite, juste avant là, la semaine de relâche, là, au mois de mars, où on peut éprouver de la fatigue. Donc, de façon globale, on a vraiment beaucoup de surcharge de travail, de surcharge émotionnelle. Puis en plus de ça, on doit, d'une certaine façon, performer. Donc, avoir une prestation de travail qui va faire en sorte que on puisse accompagner les élèves vers la réussite éducative. Du moins, c'est ce que l'on a en tête et c'est souvent notre mission ou notre rôle que l'on soit des enseignants ou que l'on soit des personnels scolaires, des gestionnaires. Donc, c'est la mission de l'école. Mais je voudrais vous parler des 2 mythes du cerveau et de la performance, et ça sort pas de mes recherches, c'est vraiment sorti du livre de Sonia Lupien, je crois qu'elle l'a édité l'année passée, et moi, ça m'a vraiment, je pourrais vous dire, inspiré, et ça m'a aidé à comprendre comment ça se fait que même pour les profs d'université, on est fatigué, et je pense que ça va vous donner aussi peut-être certaines pistes pour améliorer la situation et diminuer votre fatigue. Donc, la première, c'est qu'il est facile pour le cerveau de faire du multitâche. Et le deuxième mythe, c'est que le cerveau n'a qu'une seule façon de traiter l'information. Donc, quand on parle du multitâche, ce que Lupien raconte dans son livre, c'est que le multitâche va vraiment faire en sorte que on va créer une fatigue. Le multitâche, c'est de faire des tâches, mais des tâches, plusieurs tâches à la fois. Et le fractionnement, d'une certaine façon, de notre attention, parce qu'on répond à un courriel, qu'on répond à un élève qui arrive à notre bureau, que l'on doit, vaquer à plusieurs tâches et en même temps, ça amène vraiment une fatigue cognitive, une fatigue qui va faire en sorte que ça va avoir un effet sur les décisions que vous prenez, puis, bien entendu, une charge mentale. Donc, ce qu'elle explique, en fait, c'est que quand on traite l'information et qu'on fait du multitâche, on va traiter cette information-là vraiment, je dirais, de façon superficielle. Donc, en fait, le but pour la tâche que l'on fait, les tâches que l'on fait, c'est d'être efficace. Et l'efficacité, j'aimerais vous rappeler que c'est pas nécessairement faire quelque chose. Être efficace, c'est pas de faire une tâche au mieux que l'on peut faire, c'est de réussir à répondre à ce que l'on nous demande. Donc, la tâche que l'on va offrir, oui, on a été efficace, oui, on l'a effectuée, mais ça ne veut pas dire nécessairement qu'on a utilisé notre plein potentiel pour ce faire, mais on va répondre d'une certaine façon à ce qui nous est demandé dans notre prestation de travail. De l'autre côté, quand on parle là, du mythe selon lequel le cerveau ne fait qu'il y a juste une façon de traiter une tâche, c'est que en fait, il y en a deux. Donc, le traitement des tâches de façon vraiment multitâche, mais on peut aussi traiter nos tâches de juste une tâche à la fois. Donc, ça, c'est le traitement monotâche. Et ça, ce que ça nous amène, c'est de la productivité. Et la productivité, ce que ça nous apporte, c'est que ça nous donne l'occasion de pouvoir faire la tâche, mais vraiment au meilleur de notre potentiel. Ça prend un petit peu plus de temps, bien entendu,
mais on va vraiment développer la tâche et développer des fois un sentiment d'être fier de l'avoir fait, d'être fier du travail qu'on a effectué parce qu'on sait qu'on a mis tout notre cœur, qu'on a réussi vraiment à aller au-delà de ce qui a été demandé. Donc, dans notre monde scolaire, souvent, on nous demande du monotage, donc le monotage qui amène de la charge mentale, de la fatigue et tout ça, et on nous demande toujours de traiter ce qui est urgent. Donc, on va vraiment s'intéresser à ce qui est urgent. Et ça, c'est beaucoup dans les milieux de travail hein, actuellement. On éteint des feux, hein, on dit qu'on éteint des feux. Et ça, ben, bien malheureusement, ça va avoir un effet sur notre bien-être. Et quand on parle de bien-être, moi, j'ai rattaché à ce que Lupien nous explique, le concept de bien-être hédonique. Le bien-être hédonique, je vais vous l'expliquer dans 2 secondes. Mais retenez que le bien-être hédonique, c'est vraiment un bien-être qui va créer une satisfaction, mais à court terme. De l'autre côté, ben, quand on traite un monotage, ben, la productivité va vraiment nous amener à travailler sur ce qui est important. Et à partir de ce qui est important, on développe un sens et notre bien-être eudémonique. Donc, il y a une question de réflexion qu'on devrait avoir vraiment, c'est de se demander, ben, le bien-être en contexte éducatif, est-ce que ça se retrouverait dans le fait de travailler moins dans l'urgence et de travailler mieux? Hein, parce que, d'une certaine façon, on a l'impression d'être dans l'urgence, mais on ne fait pas d'opération à cœur ouvert là, dans nos écoles. Je crois qu'on peut, des fois, peut-être juste ralentir le rythme pour être capable de mieux respirer et d'orienter nos décisions pour être beaucoup plus productifs qu'efficaces. Donc, quand on parle de bien-être, ben, il faut premièrement penser que le bien-être, c'est vraiment un concept qui est complexe dans la science, bien entendu. C'est sûr que tous et chacun a sa définition du bien-être, une définition de sens commun, et c'est bien correct, là. Il y a des gens qui vont dire, ben moi, pour être bien, il faut que je réussisse à avoir un souper entre amis au moins une fois par semaine. Dans ces moments-là, je me sens bien. Tout le monde a ses stratégies pour être bien. Sauf que la science nous dit qu'il y a comme 2 façons d'étudier le bien-être, 2 visions, si on veut. On a la vision hédonique. La vision hédonique, c'est vraiment la satisfaction des besoins immédiats. Donc, l'être humain a besoin, pour se sentir bien, de répondre à ses besoins et d'en être satisfait. Donc, la satisfaction, l'évaluation que l'on fait de ce qu'on a réussi à combler comme besoin, va nous apporter à ressentir un bien-être qui est subjectif. Donc, c'est un bien-être qui va être un peu évanescent. Oui, on a envie d'aller magasiner avec nos amis, on passe une belle journée, mais le lendemain, c'est fini. On a eu des beaux moments. On est satisfait, mais c'est souvent terminé. Oui, des souvenirs, là, mais ce ne sera pas des souvenirs là, hyper là, marquants pour nous. De l'autre côté, quand on parle d'un bien-être eudémonique, ça veut dire que nos expériences, qu'elles soient positives ou désagréables, vont nous amener à créer un sens. OK? Donc, quand on parle de bien-être, c'est pas les bonhommes sourires puis la pensée positive, loin de là. C'est vraiment de se dire, ben, à travers les expériences positives et désagréables, ben, qu'est-ce que j'en retire? Et beaucoup de personnes vont justement être bien dans la vie parce qu'ils créent un sens tout au fil des expériences. Et oui, ils vivent des moments de fatigue, et oui, peut-être des moments plus dépressifs, mais de façon générale, le bien-être va vraiment se développer tout au long de la vie. Donc, pour ressentir du bien-être, parfois, ça va être un bien-être qui est hédonique. Et ça, on voit beaucoup ça chez les enfants. Un bien-être, là, tu sais, spontané. Et dans les écoles, on va être vraiment axé sur un bien-être hédonique parce qu'on veut répondre aux besoins des élèves. Mais d'un autre côté, il ne faut pas mettre de côté le bien-être qui est eudémonique, c'est-à-dire qu'il faut qu'on réussisse à faire en sorte que dans l'accompagnement des élèves que l'on a, ben, ils puissent construire un sens à ce qui leur arrive. Et c'est ça qui va être des fois, qui va prévenir certaines détresses psychologiques pour certains d'entre eux. Donc, je vous disais que
Le bien-être, c'est un concept scientifiquement très complexe et c'est étudié dans plusieurs domaines, donc les sciences d'éducation, mais aussi les sciences de la gestion, de la santé. Vous voyez qu'il y a plusieurs modèles conceptuels. Je ne m'attarderai pas à ces modèles-là aujourd'hui, mais ça peut quand même nous amener à réfléchir à plusieurs questions. Parce que, oui, la question du bien-être et de la bienveillance dans les écoles, ça devient une question primordiale, sauf que de la façon qu'on l'intègre n'est pas nécessairement toujours harmonieuse avec ce que l'on vit dans les milieux. C'est pour ça qu'il y a des gens qui vont être très sceptiques, dire, ben ça se peut pas ressentir du bien-être à l'école ou du bien-être au travail. Et je vous donnerai pas nécessairement tort par rapport à ce ressenti-là. Donc, j'aimerais ça juste prendre un petit temps d'arrêt avec vous et peut-être immiscer certaines pistes de réflexion. C'est bon, je vous donnerai pas de réponse, mais ça peut être assez intéressant parce que si on veut améliorer nos écoles, nos contextes éducatifs, ben il va falloir qu'on pense autrement, qu'on pense à comment on peut changer ça et peut-être adopter une piste différente de celle qui existe présentement en vraiment en réhumanisant l'école d'une certaine façon, en se tournant vers vraiment ce qui est important à l'école. Donc, ce qui est important à l'école, c'est oui, réussir, mais d'un autre côté, il ne faut pas oublier que les élèves et les personnes avec qui on évolue dans ces contextes éducatifs-là, ben, ils doivent s'épanouir. Ils doivent se développer globalement et non pas juste développer des savoirs. Donc, ça m'amène à vous parler là il y a 4 questions dans le fond et 4 questions. Il y a une question et des révélations au choc. On va dire ça comme ça. Donc, il faut se poser comme acteur de l'éducation, quand on parle de bien-être dans les écoles, on se réfère à quel concept au juste? Puis on parle de concept qui est scientifique, parce que vous en avez plein, vous l'avez vu là, sur la diapo précédente. Ça, c'est vraiment important parce que c'est ça qui va vraiment orienter vos pistes d'action. Et le bien-être n'a pas de définition universelle, mais ce qu'il faut savoir, c'est que la science va mesurer certains facteurs, des facteurs comme les émotions positives, les relations positives, le sens, bien entendu, l'accomplissement. Donc, je crois que c'est la première question à se poser si on veut créer un changement dans nos écoles. Il y a des révélations au choc aussi. Donc, le bien-être en contexte éducatif, ça doit concerner toutes les personnes des milieux et pas seulement les élèves. Présentement, on veut le bien-être des élèves. Mais si les adultes qui accompagnent ces élèves-là sont à bout de souffle, on réussira probablement pas à être productif, donc réussir à accompagner au mieux ces élèves-là. Et c'est totalement normal. Donc, à ce moment-là, je pense qu'il faut avoir une vision du bien-être qui est beaucoup plus globale dans nos institutions et non pas juste axée sur le bien-être des élèves. Et ça, accompagner ces élèves-là, c'est des enfants qui font partie d'une société aussi. Il ne faut vraiment pas l'oublier. Donc, c'est pas juste à l'école qu'on doit ressentir du bien-être. Il faut que chaque personne qui est responsable des élèves, des enfants, des adolescents, y ait un lot de responsabilités. Mais il ne faut pas oublier non plus que l'élève a une responsabilité envers le bien-être des adultes aussi. Et ça, on a comme l'impression de l'oublier des fois. Donc, c'est de réussir à repenser nos façons de fonctionner à l'école pour mettre de l'avant la question du bien-être, mais de bien-être pour tout le monde. Ensuite, éprouver du bien-être, c'est pas seulement une question de sécurité dans l'environnement scolaire. Ça, on entend beaucoup parler, mais on peut se sentir en sécurité, mais pas être bien, pas être heureux. C'est un facteur parmi tant d'autres qui va faire en sorte que les gens, dans un contexte scolaire, vont se sentir bien. Donc, il ne faut pas nécessairement juste penser que c'est les environnements qui vont changer la donne. OK? Donc, dans ces environnements-là, il y a des personnes, il y a des humains, et le bien-être étant complexe, on ne peut pas régler ça avec un coup de baguette magique, si on veut. Et bien entendu, le bien-être n'est pas toujours lié directement à la réussite éducative.
C'est sûr que on va faire vraiment des raccourcis. On pense que si on est bien, on va réussir à l'école, mais certaines recherches émettent des fois certains doutes parce que quand on dit ça, ben, le bien-être, ben, il faut savoir c'est quel concept de bien-être qu'on étudie en lien avec ben, quel facteur de la réussite éducative. La réussite éducative, ça veut pas dire juste d'avoir des belles notes, là, puis tout le monde le sait ici, là. Donc, il faut aller un petit peu plus loin et ne pas faire nécessairement là, des raccourcis trop faciles par rapport à ça. Mais la dernière révélation choc que j'aimerais partager avec vous, c'est que la question du bien-être dans nos écoles, on peut se demander si ça entretient plus un discours politique, d'une certaine façon, axé sur la réussite scolaire, parce qu'on a l'impression que c'est la mission de l'école de faire réussir les apprenants. Est-ce qu'on mise trop sur la réussite éducative au détriment des personnels scolaires et des élèves aussi? Donc, la réussite, on peut l'avoir comme un processus beaucoup plus qu'un objectif. Et les gens qui travaillent avec des élèves en difficulté le savent très bien que ben, si on veut garder la motivation des élèves, ben, il faut y aller par comment je pourrais dire, petite réussite qui va nous amener peut-être éventuellement à la réussite éducative globale. Donc, souvent, on fait référence là, au diplôme d'études secondaires, là. Mais le fait de ne pas avoir de diplôme d'études secondaires fait-il en sorte qu'on ne peut pas être un citoyen qui va être critique et engagé? Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui m'écoutent aujourd'hui qui vont répondre à la question non. Parce que il arrive toutes sortes de choses dans la vie des individus qui vont faire en sorte que ça se peut qu'ils ne réussissent pas leur parcours scolaire, mais que c'est des personnes d'une valeur inestimable pour notre société. Et ça, je pense que c'est comme ça qu'on peut réhumaniser l'école en ayant comme objectif de faire en sorte que tous et chacun sentent qu'ils évoluent, mais sans avoir toujours la pression de la performance puis la pression là, de la réussite éducative. Et avant de vous donner les stratégies, je voulais partager avec vous des petits résultats de recherche que j'ai fait au fil des années. Moi, je travaille particulièrement sur le bien-être en enseignement je me dis que ces résultats-là, il faudrait vraiment que j'étudie les personnels scolaires pour voir s'il y a des similitudes. Mais quand on regarde la littérature au niveau du bien-être au travail, souvent, ça fait écho. Donc, je me dis, ben, c'est peut-être pas juste les enseignants. Mais ce qu'on sait, c'est que les enseignants d'expérience, ils vont ressentir du bien-être parce qu'ils ont créé un sens à leur profession. Ça fait des années qu'ils évoluent dans le milieu et ce sens-là va leur donner une motivation de se lever le matin. Et ça peut être du genre qu'ils sentent que leur rôle est vraiment important pour la société. Le sens, ça peut être aussi le fait d'accompagner les élèves dans une réussite académique, mais aussi une réussite qui peut être plus personnelle. Donc, le sens, ben, pour chacun des professionnels va être différent, mais c'est vraiment au centre du bien-être au travail. Et autour de ça gravitent d'autres facteurs, donc d'autres facteurs qui vont alimenter le bien-être. On peut parler ici des émotions positives. Donc, quand on ressent des émotions positives dans notre journée, la journée nous paraît beaucoup moins terne, hein? On a comme un petit moment là, où on a un ressenti positif. Les relations positives. Il ne faut pas oublier que les relations positives sont au cœur de nos institutions scolaires. Il n'y a pas une journée où on n'interagit pas avec quelqu'un. Donc, quand on comprend que les interactions sont primordiales pour améliorer le climat scolaire, que ce soit entre collègues, que ce soit avec les élèves ou la direction, bien à ce moment-là, on fait un pas vers des environnements qui vont être beaucoup plus propices au bien-être et à la bienveillance. Ensuite, ben, il y avait dans mes résultats de recherche, bien entendu, le sentiment de compétence. Au fil des expériences, on se sent bon. La passion, donc la passion de l'enseignement. Et je me suis référée beaucoup aux travaux d'un chercheur de l'UQAM qui s'appelle Robert Vallerand, qui lui a travaillé une bonne partie de sa carrière sur le modèle dualiste de la passion. Donc, quand les enseignants ou les personnels scolaires se disent
passionné, il faut faire attention. Parce qu'il y a une passion dite harmonieuse et il y a une passion qui est dite obsessive. Donc, les enseignants d'expérience, eux, vivent une passion harmonieuse la plupart du temps. Donc, ils vont vraiment effectuer leur travail, ils vont trouver des stratégies pour profiter de leur fin de semaine et pas emmener le sac d'école plein de corrections. Et ils vont vraiment cultiver toutes les sphères de leur vie pour qu'il y ait un certain équilibre. Donc ça, la passion de l'enseignement, ça peut être décrit comme ça. D'un autre côté, si on est quelqu'un qui n'est pas passionné de l'enseignement ou du travail que l'on fait en contexte éducatif, ça ne fait pas de vous quelqu'un qui n'est pas nécessaire dans le milieu, ça ne fait pas de vous quelqu'un qui est incompétent, loin de là. C'est que vos passions personnelles sont peut-être orientées vers d'autres choses que le travail. Donc ça, il faut quand même démystifier la passion, OK? Donc, ça ressort quand même et ça donne du sens. Et finalement, ben, pour essayer de pas trop être, en tout cas, pas trop parler par rapport à ça parce que, bon, le temps file, j'étudie aussi le bien-être chez les enseignants novices. Et le sens est présent, mais il est en construction. Donc, on arrive tout nouveau dans un milieu. On sait qu'il y a des enjeux quand même assez difficiles dans certaines écoles, mais si on veut persévérer, ben le sens est un des facteurs qui va faire en sorte qu'on va quand même être motivé malgré les expériences difficiles. Donc, les enseignants novices arrivent, ils veulent se construire un sens. Ils ont peut-être déjà certaines notions du sens de la profession là, qui se construit à travers leur stage ou à travers là, les premières expériences là, comme professionnels dans les écoles. Mais il ne faut pas oublier non plus que ces gens-là, ils veulent s'accomplir. Ils veulent montrer qu'ils sont bons. OK? Et c'est des gens, justement, qui ont besoin d'avoir des relations positives. Donc, quand vous voyez arriver des nouveaux dans vos milieux, prenez le temps quand même de les saluer, de les inviter à la salle du personnel, parce que c'est important qu'ils réussissent à développer des relations qui sont dites positives. Ensuite, le sentiment de compétence est vraiment important parce que le sentiment de compétence donne un sens. Et quand on arrive comme novice, souvent, on se sent pas bon. Hein, parce que on le sait, dans les écoles, dans toutes les professions là, relatives à l'éducation, il y a beaucoup de compétences que l'on doit maîtriser et c'est normal au début que ça soit des fois difficile, qu'on vive des revers. Et ça, il faut que les enseignants novices, s'il y en a là, ici, là, aujourd'hui, prennent en compte qu'on ne peut pas exiger de vous ce qu'on exige à des enseignants d'expérience, ça fait 25 ans qu'ils sont là. Parce que vous êtes en construction de votre identité professionnelle, de votre développement professionnel. Donc, il faut être un petit peu plus bienveillant envers soi et aussi, ben, dans les milieux, baisser les attentes pour que ces personnes-là se sentent intégrées dans les équipes, puis aient envie de persévérer malgré les difficultés, parce qu'on le sait, des difficultés, on va en rencontrer là, tout au long là, de notre carrière. Donc, grosso modo, je voulais vous dresser un petit portrait du bien-être. Donc, on est rendu à la partie stratégie. Donc, partir en vacances, l'esprit tranquille et apprendre à cultiver une santé mentale positive. Je pense que ça pourrait être un de vos objectifs. Donc, premièrement, la santé mentale positive, c'est quoi? Quand on parle de santé mentale, on a toujours une connotation des fois négative parce que on voit dans les médias la santé mentale baisse, les gens ont des difficultés d'ordre psychologique et tout ça. La santé mentale, voyez ça comme sur un thermomètre, c'est le 0. OK? Donc, une santé mentale, comment on peut la définir rapidement? C'est d'être capable de jouir à ses occupations quotidiennes, mais aussi sentir qu'on a la capacité de relever les défis qui se posent à nous dans notre journée ou dans nos tâches au niveau du travail. Ça, c'est la santé mentale. Si vous êtes capable de faire ça, ben vous êtes en santé mentale. Si vous avez des difficultés, ben là, à ce moment-là, votre santé mentale est peut-être un petit peu déficiente et là, il faut aller chercher les ressources nécessaires. Mais il y a un concept qui s'appelle la santé mentale positive. C'est que c'est possible d'optimiser notre santé mentale.
d'être capable de jouir des beaux moments de la vie, d'être capable d'affronter les défis. Mais vous allez voir autour de vous qu'il y a des gens qui ont un petit plus, OK? Ce petit plus-là, ça peut être vraiment qu'ils ont des aspects là, vraiment positifs de leur personnalité. C'est des personnes qui sont optimistes. C'est des personnes qui vont éprouver beaucoup de gratitude. Vous voyez, dans le milieu, ils apportent beaucoup parce que ils sont très enthousiastes, ils ont une joie de vivre. C'est des gens qui ont un potentiel de croissance aussi. Autrement dit, ben, quand ils se trompent, ils disent, bon, ben, c'est un apprentissage, on continue. Qui ont une ouverture d'esprit aussi. Qui connaissent leurs forces, qui connaissent leurs talents. Puis ça, on voudrait ça aussi pour les élèves, hein, tu sais, qu'ils puissent développer certains aspects positifs de leur personnalité qui va cultiver leur santé mentale. Et surtout, les personnes qui ont une santé mentale positive sont capables d'aller chercher les ressources nécessaires quand ils vivent des petits impairs. Donc, ils vont pas s'isoler, ils vont aller chercher les ressources et ils disposent de ces ressources-là la plupart du temps. Donc, ça, c'est quand même assez intéressant et les vacances peuvent être peut-être un moment pour vous de vous ressourcer et de réfléchir à ce que vous pourriez ajouter et qu'est-ce que vous pourriez cultiver au niveau de votre santé mentale positive. Donc, première stratégie, puis là, ces stratégies-là, c'est vraiment des stratégies que vous connaissez probablement, mais des fois, c'est bien de se faire répéter si on veut. Donc, nourrir son cerveau avec de nouvelles expériences. C'est sûr qu'on termine l'année scolaire, là, on a le cerveau en ébullition, on a une surcharge mentale, on n'en peut plus et souvent, ça peut prendre 1 à 2 semaines à être capable de se dégager de ça, de se reposer. Mais pour réussir à se dégager, ben il faut faire des choses, tu sais, qui sont peut-être nouvelles, adopter, peut-être dire, ben moi, je vais faire un sport cet été que j'ai jamais fait. Jouer au volleyball dans une ligue, par exemple. Ça peut être, mis à part le sport, ça peut être un passe-temps que vous appréciez beaucoup. Par exemple, la photo, tu sais, vous passionnez de photo, ben là, vous allez vous documenter sur la photo, en prendre, peut-être les modifier là, sur certains logiciels. L'important, c'est que votre cerveau fasse autre chose que ce que vous êtes habilité à faire pendant 10 mois dans votre année. Et pour les enseignants, je sais que les autres personnels, des fois, c'est moins que 2 mois là, au niveau de vos vacances. Mais c'est vraiment important de faire ça parce que c'est très bon pour l'hygiène, justement, de votre cerveau. Il y a aussi bannir la course contre la montre. Et ça, c'est quand même un réflexe que l'on a même en dehors de notre travail souvent. C'est sûr qu'à l'école, ben, il y a les cloches, on a un horaire du temps, des planifications, on court après le temps et tout ça. Et dans notre vie personnelle aussi, dans notre vie personnelle, ben, une fois rendu en vacances, ben là, on essaie, tu sais, on va avoir le soccer pour un de nos enfants, tu sais, puis là, on court après la montre. Mais je pense qu'il faudrait vraiment user, comment je pourrais dire, de se donner un temps d'arrêt. On est en vacances. Donc, choisir peut-être des activités, oui, qui vont être intéressantes, qui vont meubler tout au long là, des vacances, certains plaisirs, mais ne pas nécessairement se mettre dans une situation où on a à courir autant que quand on est à l'école, quand on a à effectuer notre travail, avec les heures supplémentaires que cela incombe si on veut. Donc, il faut prendre le temps, il faut ralentir et s'attarder sur ce qui est important et non pas urgent. Puis les vacances, c'est ça qui va vous aider à faire du monotâche aussi. Parce que là, vous n'aurez pas la pression insidieuse de ce que le travail peut vous apporter. Fait que pratiquez-vous à faire du monotâche par rapport à des tâches que vous avez à faire, que vous appréciez, pour vous pratiquer. Parce que je le sais que le monotâche puis le multitâche, les multitâches, là, je veux dire, c'est la vie à l'école. On peut pas bannir ça. Mais d'une certaine façon, il faut quand même se planifier des moments d'arrêt, des moments où on travaille seulement sur une tâche.
Et ça va avoir des effets bénéfiques sur votre santé mentale et aussi sur la fatigue que vous pouvez éprouver parce que là, vous allez être concentré sur une seule chose. L'effet Bernoulli, non merci. Je suis à peu près certaine qu'il y a des personnes qui savent c'est quoi ce principe-là en physique. Moi, j'ai appris ça en secondaire 4. J'ai fait l'expo sciences, puis j'expliquais comment voler un avion, OK? Et je vous en parle parce que c'est des connaissances comme ça, mais aussi, c'est que le principe s'applique des fois à notre vie professionnelle. Bon, l'effet Bernoulli, c'est qu'on sait que la nature n'aime pas le vide. OK? Donc, pensez à une paille. Quand on siphonne le liquide, le liquide vient pourquoi? C'est que la nature n'aime pas le vide. Donc, un avion va se mettre à voler, puis là, je vous avoue que je ne suis pas une physicienne, là, mais le principe, je vous le dis vraiment simple, mais c'est très complexe, c'est que l'avion va se mettre à voler parce qu'à un moment donné, la vitesse qu'elle va avoir à rouler sur la piste va créer un vide en dessous des ailes. Et c'est ça qui va donner l'envol. Donc là, vous me dites où est-ce qu'elle s'en va avec ça? Ben, on dirait que notre cerveau n'aime pas le vide. Donc, quand on arrête notre année scolaire, on tombe en congé, on dirait qu'on a un réflexe de vouloir tout remplir notre cerveau sans nécessairement prendre en considération que le cerveau, il a besoin des fois de ne rien faire, d'être oisif le plus possible, OK? Et nous, on est toujours dans le perpétuel changement, dans le perpétuel, tu sais, comme je disais, la vie n'arrête pas, puis à l'école, on est toujours en urgence. Sauf que quand on est aussi sollicité, quand on arrive en vacances, on dirait qu'on essaie de remplir toutes les cases horaires parce qu'on a de la difficulté à s'arrêter, faire de la pleine conscience, ne rien faire. Et ça, ne rien faire, des fois, on pense qu'on perd notre temps, mais on en gagne beaucoup sur notre santé mentale, des fois. Donc, en fait, l'important, c'est vraiment de peut-être minimiser les engagements que vous avez pendant l'été et faire des engagements qui vont vous faire du bien et non pas que ça soit des obligations parce que là, vous avez promis un tel ou une telle ou là, on est censé faire telle chose ou prévoyez-vous des moments d'oisivité, des moments où vous faites juste écouter la musique, vous regardez le lac en camping, ça peut être n'importe quoi. Mais essayez de lutter contre l'effet Bernoulli. Ça va vraiment vous aider au niveau de votre santé mentale. Et c'est un grand apprentissage. Je vous en passe un papier. C'est très difficile, surtout quand on est très sollicité au niveau là, du travail cognitif. Et la dernière stratégie, c'est vraiment de minimiser les occasions où vous maximiser, non pas minimiser, mais maximiser les occasions où vous ressentez des émotions agréables. Les émotions agréables, là, il y a une chercheure américaine qui s'appelle Barbara Fredrickson qui a travaillé là, pendant plusieurs années sur les émotions agréables, dont l'amour. Elle a fait un livre là-dessus d'ailleurs. Et ce qu'elle dit, c'est que dans notre quotidien, on ressent beaucoup plus d'émotions agréables que désagréables. C'est juste qu'on n'en prend pas conscience et que quand les émotions désagréables se font ressentir, elles sont plus intenses souvent. OK? À moins que vous gagniez, là, je ne sais pas, à la loterie, là, c'est sûr que l'émotion agréable va être très forte. Mais de façon générale, les émotions désagréables, elles veulent attirer l'attention de notre cerveau. Donc, moi, je dis toujours qu'elles font un peu la crise du bacon là, au Walmart. Là. Elles veulent se faire entendre. Et les émotions agréables, elles sont toujours comme en arrière-plan. Et elles sont discrètes. Donc, il faut quand même développer certains mécanismes pour, comme je disais tantôt, faire un radar intérieur, c'est-à-dire, comment je me sens là? Je me sens-tu bien? Je me sens-tu pas bien? Et essayer de détecter qu'est-ce qui génère chez vous des émotions agréables? Qu'est-ce qui vous donne de la joie? Est-ce que c'est une réunion entre amis? Est-ce que c'est de lire un bon livre? Et le fait de maximiser les occasions où vous allez vous sentir vraiment dans un état où vous ressentez de la joie, de la gratitude, ça va faire en sorte que ça va faire du bien à votre cerveau.
Et souvent, en contexte scolaire, on vit beaucoup plus de frustration que d'émotions agréables. Malgré que il y a des belles occasions d'émotions agréables, puis ça peut être des petites choses, hein, c'est pas nécessairement là avoir un méga projet. Donc, ciblez ça, les émotions agréables. Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous aimez ressentir comme émotion? Puis quel moyen vous pouvez prendre pour justement animer cette émotion agréable-là? Et ça va vous aider aussi à alimenter votre bien-être pendant les vacances. Là, tout ce que je vous dis, là, c'est pas, comment je pourrais dire, une recette magique. Et oui, il y a des moments qui sont vraiment plus difficiles et c'est totalement normal. Mais d'une certaine façon, la prise de conscience de ces stratégies-là, la prise de conscience de ce qu'est le bien-être, des forces que l'on a, des talents, bien, ça nous aide à nous, comment je pourrais dire, nous épanouir, optimiser notre potentiel. Et les vacances, je pense, c'est le meilleur moment pour ce faire. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que vous ne portez pas toutes les misères du monde éducatif sur vos épaules. Les personnels éducatifs, de façon générale, quand je parle de personnel éducatif, c'est tous les acteurs de l'éducation de façon générale, vont vraiment se sentir responsables de tout ce qui se passe à l'école. Et quand ça va bien, ben on dit « Ah, tant mieux, ça a été bien ». Et quand ça va mal, ben c'est la fin du monde. Mais rappelez-vous que, d'une certaine façon, quand ça va bien, quand vous réussissez à accomplir quelque chose dans votre prestation de travail quotidienne, que ce soit une petite chose, essayez d'analyser le succès que vous avez eu. Analysez pourquoi vous en êtes venu à ça. Essayez de trouver c'est quoi la stratégie qui vous a amené au succès. Et ça, vous pouvez le faire avec vos élèves aussi. Parce que souvent, on est plus porté à analyser ce qui n'a pas bien été. Et là, ben, c'est sûr qu'on se tape sur la tête, on dit qu'on n'a pas fait telle chose. Puis là, il faudrait trouver une solution parce que ça n'a pas bien été. Mais d'une certaine façon, on peut, oui, analyser le problème. Mais c'est toujours multifactoriel un problème, puis c'est pas nécessairement toujours la faute de la personne qui le vit. Donc, à ce moment-là, c'est d'aller aussi s'entourer de collègues ou de parents ou de gens de la communauté qui vont vraiment vous aider à progresser par rapport à certains défis que vous avez. Mais ne minimisez pas les succès que vous avez parce que ça va vous aider aussi. Donc, n'oubliez pas que chacun a son rôle à l'école, mais que votre responsabilité est limitée, dans ce sens qu'on travaille avec interaction et on travaille avec des humains. Et même si on veut le meilleur pour les humains qu'on accompagne, des fois, ces personnes-là ne sont pas prêtes à vous tendre la main. Puis, c'est la vie, mais ce n'est pas de votre faute non plus. OK? Donc, pour conclure, la réussite éducative, ce n'est pas une destination, c'est un processus qui comporte plusieurs escales pour faire un peu un clin d'œil à l'effet Bernoulli. Et parfois, certains passagers peuvent manquer l'avion et ne pas se rendre à la destination. Ce n'est pas toujours l'entière faute du pilote et de son équipe. Donc, si on a une responsabilité partagée, parce que le bien-être, c'est quelque chose qu'on veut vivre à tous les jours dans nos écoles, mais c'est une responsabilité partagée. Si on oriente nos pistes de solutions pour y arriver ensemble, parce que souvent le bien-être est perçu beaucoup plus comme un effort individuel que tous et chacun fait. Mais on peut être bien individuellement, mais arriver dans nos environnements puis pas être bien. Donc, à ce moment-là, on a besoin des autres. On a besoin des autres pour construire ces environnements-là. Puis ça prend du temps. C'est pas magique. Donc, n'oubliez pas que tous et chacun a une responsabilité pour le bien-être des autres. C'est comme ça qu'on va réussir à développer je pourrais dire, des milieux éducatifs qui vont être beaucoup plus humanistes, qui vont beaucoup plus s'attarder à ce qui est le plus important, c'est-à-dire le bien des personnels éducatifs, des adultes, et le bien aussi des apprenants, que ce soit les enfants, les adolescents ou même les adultes. Donc, je vous remercie beaucoup pour ce temps que vous avez pris sur l'heure du midi. Je vous rappelle qu'on a développé une plateforme pour aider au niveau de la santé mentale
positive et du bien-être. Ça s'appelle le Labo. Vous allez retrouver je pourrais dire des outils pour le bien-être des adultes, mais aussi le bien-être des élèves. Donc, je vous invite fortement à y aller. Et je vous remercie vraiment. Merci pour tout le soutien que vous me donnez. Sur les réseaux sociaux, j'ai vu des beaux commentaires. Ça nous aide à avancer en recherche. Et n'oubliez pas que ce qu'on fait souvent en recherche, c'est pour vous. C'est pour que ça fasse écho, puis c'est pour améliorer nos milieux. Donc, je vous remercie beaucoup. Si vous avez des questions, on peut peut-être mettre des questions dans le chat je pourrais y répondre. Sans ça, je vous souhaite une belle fin d'heure du midi et je souhaite bien vous revoir bientôt.